Donald Trump vient d'être élu pour la première fois. Il est le nouveau président des États-Unis, le 45e, et il va signer son premier executive order. Vas-y, Thomas. There was another quiet little bill like this that passed the Congress 1 year ago today. It was actually the first materially significant standalone legislation that was passed after the 2016 election, where Republicans won control of the House and the Senate and the White House. It was a standalone, single-purpose piece of legislation to make it easier for mentally ill people to buy guns. That's all it did. It passed through both houses of Congress as of 1 year ago today, passed Congress today, went to President Trump's desk, President Trump signed it. Voilà, donc c'était en 2017 et donc une des rares lois qui a été passée tant que Donald Trump avait la double majorité au niveau du Congrès, donc Chambre des représentants et Sénat, ça a été de faciliter l'acquisition d'armes par des personnes qui avaient des troubles mentaux. Hein, on parle bien de troubles mentaux, il y avait des règles pour protéger ça. Ces règles ont été enlevées. Donc d'un côté, quand je vous dis qu'il y a une responsabilité énorme du Congrès, elle est encore plus grande que ça. C'est-à-dire que non seulement on refuse de voter pour des lois qui protégeraient les citoyens américains, mais qui sont vus par l'industrie de l'armement, qui sont vus par NRA, qui sont vus par une partie des électeurs comme une menace sur leur droit de posséder des armes, alors que la plupart du temps, ça ne l'est pas. On va voir une des lois qui a été supprimée par Donald Trump et par Pam Bondi il y a quelques semaines. Vous allez voir, on est dans un niveau de contre-productif. Donc la plupart du temps, c'est juste pour tenter de limiter l'accès aux armes pour des personnes qui ne devraient pas en avoir, ou alors de limiter tout ce qui vous permet de transformer votre arme. Les ventes, les fameux AR-15 sont des armes semi-automatiques et donc qui vous permettent de transformer votre arme en quasiment une arme automatique. C'est quoi la différence ? Une arme automatique, c'est utilisé par l'armée. Et donc, ça vous permet, en termes de citoyens, d'avoir quasiment les mêmes armes qu'un militaire peut utiliser lors d'un conflit. Ça fait partie des choses que l'on veut modifier et c'est impossible de faire ces choses-là. La publicité, c'est un véritable sujet parce que la publicité aujourd'hui pour l'achat d'armes et ces fameux AR-15 qui sont utilisés dans la plupart des fusillades aux États-Unis, parce que c'est l'arme la plus populaire. C'est l'arme la plus populaire aux États-Unis, c'est celle qui est la moins chère, mais c'est surtout l'arme qui est, je vais vous choquer quand je vous dis ça, mais qui est l'arme la plus cool. Elle est tellement cool que les fabricants d'armes utilisent un univers pour vendre ces armes qui est l'univers du jeu vidéo, qui est la gamification d'une arme à feu. Évidemment, ils vont vous expliquer non, mais c'est pas le but, mais évidemment, tout ça, c'est pour aller intéresser des adolescents, principalement. Il y a aussi des adolescentes. On avait fait un sujet de la chute où on vous avait montré les armes Kitty, Pink, tout ça. Les armes roses. Mais l'idée, c'est de se dire, ces jeunes garçons, qui d'ailleurs sont responsables de la plupart des fusillades de masse de ces dernières années, on va communiquer vers eux
en faisant des publicités qui leur rappellent Call of Duty, etc., etc. Et donc, qui va leur permettre de se projeter dans ce monde-là. Et en plus, pensez-y, donc c'est en permanence dans votre monde comme ça. Et après, Cody vous l'a dit dans le chat, vous pouvez là acheter un AR-15 pour $500, mais c'est pas « Ok, je vais aller dans la prochaine ville, aller dans... » Non, c'est que vous allez à Walmart avec votre famille. Et qu'est-ce qu'il y a à Walmart? Qu'est-ce qu'il y a dans une fois par semaine quand vous allez faire vos courses à côté du rayon où vous pouvez aller acheter du coca, des produits de maison, tout ça? Eh bien, il y a la section où on peut aller acheter des armes. Et donc, c'est normal, on grandit avec ça, on vit avec ça, où on vous met en permanence devant les yeux le fait que c'est normal et cool et facile d'aller acheter et avoir une arme de guerre. Exactement. Et dans cette émission très particulière, on a une breaking news qui est quand même une bonne nouvelle, donc je veux la mettre en avant. À l'instant, le chef de la police de Minneapolis annonce que toutes les personnes qui ont été blessées, tous les autres enfants, mais aussi il y avait des enseignants qui étaient là, devraient tous survivre. Donc, on va quand même le dire parce que c'est une bonne nouvelle. On parle d'ici une quinzaine de personnes qui ont été blessées et qui donc vont survivre à leurs blessures. Ça ne diminue rien de l'impact du drame, mais il faut le préciser. C'est extrêmement important. Donc, on vient de voir Donald Trump en 2017, donc, qui avait enlevé certaines lois qui existaient. Il y en a très peu. Mais ce qui se passe depuis l'arrivée de Donald Trump, depuis son élection en novembre dernier, c'est encore pire parce que il s'agit aujourd'hui de non seulement supprimer toutes les lois qui limitent, il y en a peu, qui limitent l'accès aux armes ou l'accès à certains accessoires pour les armes, mais aussi de supprimer tout ce qui est recherche sur les causes de ces mass shootings. Et on parle ici donc de troubles mentaux. C'est supprimer tout ce qui est financement d'associations préventives sur le terrain. C'est de supprimer tous les groupes gouvernementaux qui travaillent sur ce sujet. Et c'est évidemment de supprimer tous les groupes gouvernementaux qui préparent des rapports qui permettent de communiquer sur les chiffres de la violence. Je vais vous dire quelque chose que très certainement vous savez, mais il faut le répéter. Les armes à feu sont la première cause de décès chez les enfants américains. Que ce soit dans le cadre d'une fusillade de masse ou dans le cadre d'une arme à la maison qui n'est pas rangée comme elle devrait être rangée par des parents qui souvent laissent leur arme dans la table de nuit, par exemple, dans le tiroir. Et un jour, un enfant, y compris en très bas âge, il y a eu des drames avec des enfants qui sont des nourrissons, qui prennent par accident une arme qui est chargée. Il n'y a pas de protection avec et ils meurent comme ça. Mais en tout cas, c'est la première cause. Et donc, ça nous amène à cet executive order qui a été signé par Donald Trump en février dernier. Nous sommes en février dernier et donc il signe ce document qui s'appelle « Protecting the Second Amendment Rights ». Nous sommes le 7 février 2025. Comme s'ils étaient à risque. Exactement. Et on voit que la démarche de Donald Trump ici et de son administration, ce n'est pas de protéger les citoyens américains, ce n'est pas de protéger les enfants, mais c'est de protéger le droit
à avoir des armes. Rien que déjà, Ouais, cette logique, la démarche, c'est bien posé comme ça. et surtout que, soyons clairs, il n'y a pas, y compris du côté démocrate, il n'y a jamais eu personne qui dit il faut faire une réforme constitutionnelle et il faut revenir sur le droit de posséder des armes. On se souvient de la campagne Cody de Tim Walz. Lui-même est un utilisateur. Quelqu'un qui était même noté par la NRA en avant, il avait la note de A qui est d'avoir un 18 jusqu'à 20 sur 20 par la NRA jusqu'à ce qu'il devienne partie de cette campagne contre Trump. Et même Kamala Harris a eu ce clip viral pendant la campagne où elle a dit à la télé « I have a Glock ». Oui. Exactement. Donc, il n'y a pas de remise en question. Mais c'est pour vous montrer l'état d'esprit. Et quand vous rentrez dans ces documents que jamais personne ne lit, alors qu'ils sont extrêmement intéressants parce qu'ils vous annoncent tout ce qui va se passer, ils demandent à Pam Bondi et à son administration, Pam Bondi, ministre de la Justice, de examiner tout ce qui a été fait. Les dates sont extrêmement claires. De janvier 2021 à janvier 2025, donc pendant l'administration Biden, on n'est pas allons examiner quelles sont les causes, les problèmes, c'est allons examiner tout ce qu'a fait dans Biden. tous les secteurs l'administration Biden et sur le plan national et international et supprimons tout ça. Donc on demande à Bondi d'aller faire une sorte de travail de recherche, de collecter tout ce qui a été fait, de ne pas se demander si c'est bien ou c'est pas bien, de collecter tout ce qui a été fait. Et je vais vous montrer un exemple de jusqu'où est allée cette volonté de gommer la présidence Biden et les quelques éléments, y compris les plus symboliques, qui ont été mis en place pour rappeler l'ampleur de l'épidémie, parce que c'est une épidémie de violence que l'on vit aux États-Unis. L'agence qui est en charge des armes aux États-Unis, c'est l'ATF. ATF. Alcohol, tobacco and firearms. Alcool, tabac et armes à feu. Et pendant la présidence Biden, l'ATF, en accord avec des victimes de fusillades, des parents qui ont perdu des proches, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des sœurs, qui ont perdu des frères, des maris ou des femmes, pour montrer et rappeler aux membres de l'ATF, ils sont entre autres, c'est eux qui enquêtent sur tout ce qui est trafic d'armes, par exemple, pour leur rappeler leur sens de la mission, pour dire on va vous montrer pour qui vous travaillez. Vous ne travaillez pas pour Joe Biden, vous ne travaillez pas pour Merrick Garland, vous voyez la différence pour aujourd'hui. Vous travaillez pour le peuple américain et vous travaillez pour toutes ces victimes qui sont mortes suite à cette violence-là. On a créé au siège de l'ATF un mémorial. C'est le mémorial qui est les visages de la violence liée aux armes. Donc vous avez ces murs, on va voir différentes photos. Vous voyez, ce sont des photos officielles de l'inauguration de ce mémorial. Où vous avez des histoires terribles de familles qui ont été dévastées. De cet enfant qui a été tué un matin. À 6 ans. À 6 ans. À Sandy Hook. Donc, à Sandy Hook. Donc, évidemment, les parents étaient là. Donc, vous avez toutes ces The Faces of Gun Violence. Donc ça, c'est dans l'ATF. Des enfants, vous avez des policiers. Des policiers, Ouais. Beaucoup de policiers. Certains, c'est pas la photo, mais c'est un badge qui est là. Donc c'est pour rendre hommage. Attention, c'est pour rendre hommage aux victimes. Soyons clairs, les parents, encore une fois, les parents étaient là pour exprimer leur soutien à cette démarche. Donc vous avez le nom
le prénom et l'âge à côté. Ouais, c'est ce que vous montrez Thomas. Et donc, voilà, c'était Mary Garland qui avait inauguré ce mémorial. C'est un mémorial. Et donc, une des premières décisions de l'administration Trump et de Pam Bondi suite à ce executive order a été de détruire ce mur-là, de supprimer le mémorial. Je pense qu'on doit avoir l'article du Washington Post qui l'annonçait. Donc voilà, nous sommes le 4 mai. Ouais, ça n'a même pas un an de... Non, nous sommes le 4 mai. L'executive order de Donald Trump est en février. Il donne 30 jours ou 90 jours, selon les détails, à Pam Bondi pour mettre en place, après une fois qu'elle ait révisé tout ce qui a été fait, de mettre en place ces nouvelles décisions. Et parmi les décisions, il y a la suppression, la destruction de ce mémorial aux victimes. Aux victimes, on veut les effacer. On veut les effacer. Il y a plusieurs groupes aux États-Unis qui font du lobbying, justement, on parle souvent de la NRA, mais de l'autre côté, pour qu'il y ait une véritable réforme autour des armes. Et c'est un groupe qui s'appelle Gibbons. Ce groupe Gibbons, évidemment, c'est une fondation qui a été créée suite à la tentative d'assassinat contre cet élu de l'Arizona, Gabby Giffords. Et donc, on va voir, eux, ils disent que ce qui est en train de se passer, ils ont fait un rapport sur le bilan de l'administration Trump, et ils expliquent, donc Giffords, excusez-moi. Si on a la première page, Thomas, quelque part, je te l'ai mis, où on parle de cover-up, en disant que ce qu'est en train de faire Donald Trump, en prenant cet exemple-là, mais aussi le fait qu'il a fermé le bureau qui est en charge de publier les chiffres de la violence armée aux États-Unis, en disant on a un véritable cover-up, une manipulation, on essaye d'effacer ça de la vérité, comme il a repris les chiffres de l'emploi. Avant ça, on en a beaucoup moins parlé, il a décidé, regardez également cette une, avant de revenir sur le bilan, cette une de Politico, une des décisions qui ont suivi ce fameux executive order de février, où on en prend de manière très claire que Donald Trump a supprimé ce groupe qui était chargé au niveau du ministère de la Santé. Donc on voit que c'est toute l'administration qui a été visée, de travailler sur les causes profondes de la violence armée aux États-Unis. Et donc, ça fait partie du bilan. Avant de poursuivre le bilan, et parce que je pense que c'est important que vous voyez ça, je pense que c'est même extrêmement important que vous voyez ça, je vais vous montrer comment un supporter de Donald Trump, qui est aussi le président d'une association pour le port d'armes, je parle ici de port d'armes, dans tous les États-Unis, quelles que soient les conditions, a célébré cet executive order. Vas-y, Thomas. Hey guys, Chris Dorr here, the gun lobbyist. I have breaking news for gun owners all across this beautiful country. Donald Trump just issued an executive order on the Second Amendment, notifying the entire country that he has instructed everybody working for him to review all of the gun control that was advanced under the Biden regime in the last 4 years and develop a plan to start rolling it all back. He gave him a deadline. He said, we're going to start doing this 30 days from now. He said to take a look at the ATF rule changes. That would apply to pistol braces. He said, take a look at the ammo restriction and import bans and things like that. This is huge news. This is a huge victory. This is payback
For all of the gun owners who went to the polls in the 2024 elections to vote for Donald Trump, he is delivering a massive win. It's breaking news right now. I couldn't be more excited, and I'll have more information for you guys shortly. Voilà, c'est une victoire massive, c'est une revanche, hein, encore une fois, it's payback pour tous ces électeurs, parce que vous comprenez, on nous a empêchés d'avoir des armes sous la présidence Biden, et donc c'est une victoire. Et vous voyez, on est en février, et l'ampleur de cet executive order, donc évidemment je voulais vous partager cette vidéo, mais l'ampleur de ce qui est en train de se passer, les gens qui sont pro-armes l'ont immédiatement compris. Ils ont compris que Donald Trump venait donner le pouvoir à toute son administration d'enlever tout ce qui existait, qui pouvait pointer du doigt, du bout de l'ongle de votre doigt, à une responsabilité des armes. Et Cody, tu me disais pendant la pause quelque chose d'extrêmement intéressant sur les chiffres. Ah oui, mais que c'est toujours exactement ce même plan, en disant, OK, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de crise de l'économie, il n'y a pas de chiffres, vous connaissez la suite. C'est toujours ça, de dire, dès qu'il y a un problème, on vire la personne qui est en charge, on enlève la statistique, on enlève le fait que le public peut être informé, et hop, il n'y a plus de problème. C'est exactement ça, et ça ne va pas s'améliorer. Et donc, on va regarder ce fameux bilan de Donald Trump sur les 3 derniers mois. Et c'est un document qui date du mois de mai. Et donc, vous voyez qu'il a viré tous les chercheurs qui travaillaient sur la violence armée, qu'il a supprimé un advisory du Surgeon General, donc, qui expliquait qu'il y avait une crise aux États-Unis et que c'était la mission de toutes les agences de tenter de résoudre cette crise-là. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de crise, vu que Donald Trump a décidé qu'il n'y en avait pas. Mais déjà, il n'y a plus de victimes. On les a enlevées du mur. Il n'y a plus de victimes, on les a enlevées du mur. Donc voilà, donc ça, c'est une partie. On va continuer dans ce bilan. Et quand je vous disais que pour marquer des points politiques, on est prêt au plus ridicule. J'ai tiré avec des armes. Vous pouvez tirer de manière récréationnelle avec des armes. Vous avez même le droit d'être un chasseur. J'ai pas trop de problèmes par rapport à ça. Mais vous pouvez même avoir des armes. Je connais des amis qui ont des armes chez eux. Pourquoi pas ? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais bon, pourquoi pas. Mais par contre, quand vous apprenez que dans la loi américaine, il y avait une loi qu'on appelle la Zero Tolerance Policy, qui est donc la loi de la politique de la Zero Tolerance. C'est lorsque l'ATF mène une enquête et se rend compte qu'un vendeur d'armes vend illégalement des armes. Soit il les vend à des personnes qui ne devraient pas acheter d'armes, ils ont un casier judiciaire, ils sont trop jeunes, soit il les vend sans faire les vérifications nécessaires, soit l'origine des armes est suspicieuse. Ce que l'on sait, par exemple, c'est que les quelques États où la vente d'armes est extrêmement contrôlée, les États autour, ce n'est pas le cas. Et donc, de manière illégale, il y a des vendeurs d'armes des États où c'est autorisé qui vendent dans les États où ce n'est pas autorisé. Et donc, l'ATF avait cette règle en disant que lorsque, au terme d'une enquête, on a démontré que vous avez agi hors la loi, vous n'avez pas respecté la loi en tant que vendeur d'armes, on vous retire votre licence. Vous n'avez plus le droit de vendre. Ça me paraît d'une logique qui n'est ni démocrate ni républicaine pour le coup. Une des premières choses qu'a fait Pam Bondi en suivant l'executive order de Donald Trump, c'est d'enlever cette règle-là, en disant, ben voilà,
vous n'avez pas respecté la loi, mais c'est pas grave. Vous pouvez continuer à vendre. On ne va rien faire contre vous. On va laisser faire, même si vous n'avez pas respecté la loi. Oui, C'est un de leurs fameux common sense policy, j'imagine. exactement. On ne va pas envoyer la garde nationale. Mais par contre, si vous envoyez un sandwich à un manifestant, on va tenter de vous poursuivre. On va échouer, mais on va tenter de vous poursuivre. À un policier. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. On va continuer dans tout ce qui a été fait. Il y a donc cette suppression. Ça, c'est terrible. Tout est terrible, mais cette suppression de centaines de bourses qui étaient déjà versées pour justement faire du travail préventif sur le terrain pour partir sur les causes du mal. Les causes du mal ne sont pas que les armes, n'est pas que la vente. Pourquoi, à un moment, quelqu'un, quel que soit son drame personnel, va acheter ces armes-là et commettre un crime de masse? C'est des mécanismes qui sont extrêmement intéressants. On sait que à chaque fois que les associations, les médecins, les chercheurs ont eu les moyens sur le terrain de travailler, cela a eu des effets positifs. Ça a limité. Et donc, on voit que, par exemple, parce que là, évidemment, on va utiliser cette fois-ci l'excuse que l'assassin aujourd'hui de Minneapolis était un transgenre, mais habituellement, l'arme de défense, la stratégie de défense des Républicains lorsqu'ils passent sur Fox News, c'est de dire on n'a pas un problème d'armes aux États-Unis, on a tous connu cette formule-là, on n'a pas un problème d'armes, on a un problème de santé mentale. On a un problème de santé mentale, c'est vers la santé mentale qu'il faut vous tourner. Et c'est comme ça qu'on apprend dans l'utilisation de ce executive order de février dernier que Donald Trump a annulé $1 milliard de fonds publics pour justement travailler sur ces problèmes de santé mentale. $1 milliard qui avait été voté par le Congrès dans un effort, il faut le noter parce que c'est extrêmement rare, bipartisan, républicains et démocrates avaient voté pour cette initiative pour travailler sur un sujet qui n'est pas exploité aux États-Unis, qui est la santé mentale. Donald Trump a supprimé ça. Je ne sais pas si on avait autre chose, Thomas, dans le bilan. Je ne pense pas. Bon, voilà. C'est important à souligner, vraiment. C'est le genre de choses qui malheureusement, avec Trump, il y a eu tellement de choses qui sont passées ces derniers 6-7 mois. Donc, on n'en parlera pas de tout ça. Mais c'est important de ne pas l'ignorer. Et surtout, des jours comme aujourd'hui où on vous rejoue la même carte de dire thoughts and prayers et on passera à autre chose dans 2 jours. Je ne dis pas que aujourd'hui est une conséquence directe de ce executive order-là, mais il y a des conséquences directes du executive order qu'on a vu, des vies qui sont changées. Et comme on entendra à la fin du discours de RFK à la fin de l'émission, sans changer le système, que tout le peuple se mette ensemble et dise « Ok, on va nettoyer cette maladie de notre pays », on se retrouvera malheureusement dans quelques semaines avec une émission Breaking News dans un autre état, très similaire à aujourd'hui. Ouais. Est-ce que le pro-peace ticket, est-ce que ce truc d'être pour la paix, est-ce que ça inclut aussi les Américains qui sont tués par les armes, ou est-ce que ça, c'est juste une campagne de promesses pour des guerres qui étaient censées être finies dès le premier jour? Non, c'est certain, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le pire, encore une fois, je vous le répète, les idées existent, les solutions existent. Il y a des études qui ont été faites, il y a des tas de directions pour limiter ce qui est en train de se passer. Mais pendant des années, le Congrès n'a pas eu le courage de le faire.
Et aujourd'hui, on a une présidence qui assume, hein, vous l'avez vu pendant la campagne, on aurait pu vous montrer des dizaines d'autres extraits, qui assume que sa seule position aujourd'hui, c'est de protéger les armes et pas protéger les citoyens américains. Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce drame. Je voulais vraiment faire cette émission comme ça, vous parler de ce qui s'est passé du côté de Minneapolis, mais aussi de revenir sur ces choix politiques dont on va vivre l'impact pendant des années. On fait une pause, on se retrouve tout de suite pour une section du Journal des Vaguelettes assez exceptionnelle. À tout de suite.